Je tiens à remercier donc l'ensemble des partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis la création de ce festival. Et cette année, nous avons aussi le soutien du Centre national du livre pour la première année. À nouveau le soutien de la grande région Bourgogne-Franche-Comté qui est représentée par Stéphane Guiguet, vice-président en charge des lycées, du département de Saône-et-Loire, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la communauté de communes du Mâconnais-Bagdelais, représentée par son vice-président Michel Rosy, et bien entendu le soutien de la commune de Chasselas et du CIVOM, qui nous permettent notamment d'acheminer les plots de lestage pour faire tenir le chapiteau. Voilà. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des partenaires privés qui nous soutiennent aussi, les partenaires médias. Et puis, je vais surtout remercier toute l'équipe du festival, donc les techniciens, l'association, les membres du CA, les bénévoles. Je crois que vous pouvez dès à présent les applaudir pour tout le travail qu'ils font en amont, pendant et après le festival. Vous aurez d'ailleurs le droit de le faire de vous-même pendant les 4 jours, voilà, lors des repas. On vous fait confiance pour ça. Et puis, je tiens à vous remercier, vous tous, qui nous soutenez depuis 5 ans maintenant. Et c'est grâce à votre soutien indéfectible, à vos encouragements, qu'on continue, voilà, malgré les difficultés, les vents contraires, le fait de vous savoir là, chaque année, nous encourage à persévérer. C'est bon? C'est Radio Bergerac. Pas exactement. Non, ça s'appelle Canal Pourpre à cause de la couleur du pinard. Là-bas, c'est la région, il s'appelle comme ça, Canal Périgord Pourpre. Alors nous, on a appris Canal Pourpre. Et donc notre slogan, c'est votre télé, faites-la. Parce qu'on trouve que la télé, c'est très con, donc on trouve qu'il faut la faire soi-même. L'idée, c'est de faire la télé pour tout le monde. Non pas à la place de tout le monde, mais notre rêve, c'est que tout le monde nous dise je voudrais faire de la télé. Alors on lui file le matos, on lui apprend à s'en servir, et puis... Ah oui, donc les gens empruntent votre machine et... Voilà, exactement, c'est ce qu'on fait. Ah non, c'est sympa. Bon, enfin là, on est à Chasselas. Il faut quand même que je te présente. On est avec Bruno Latour, que tout le monde connaît. Et donc toi, tu es là pour... un truc qui s'appelle la manufacture d'idées, qui ne s'appelle pas un festival, malgré le chapiteau qui est pas loin de nous, où c'est un chapiteau festif. Mais manufacture d'idées, ce titre te va bien? Les idées, ça se manufacture? Oui, en fait, je ne savais pas que ça s'appelait manufacture d'idées, mais je pense que le thème, c'est le monde commun. Non, l'espace commun. Cette année. Oui. Le mot d'espace étant un petit peu peut-être maladroit, non? Non, mais ça me va très bien, ça dépend ce qu'on met dedans. C'est mieux monde commun qu'espace commun, mais espace commun, ça doit être faisable aussi. Alors donc tu ne savais pas que le titre c'était Manufacture d'idées, mais tu sais pourquoi on t'a invité? On m'a invité pour rapporter la contradiction à Isabelle Sengers. La contradiction est un grand mot. Qui est une vieille amie à moi depuis 40 ans, et donc je crois que la journaliste était intéressée de nous entendre à la fois sur des voies parallèles et avec des variations. Petite variation, on va dire. On travaille ensemble, mais moi j'ai surtout appris beaucoup d'elle. Oui, on a compris que vous aviez quelques petites, un petit dissensus à propos de l'usage d'Anthropocène, par exemple. Oui, mais on a positive, oui. Elle est surtout parfois un peu plus abrasive que moi. C'est ça. Mais elle a peut-être raison de se méfier davantage que toi, mais peut-être aussi tu as un peu raison d'admettre que les géologues, après tout, ont le droit de se saisir de ce terme, même s'ils ils vont l'avaliser bientôt ou pas. C'est mal parti. Ah bon. Il a fallu Le fameux congrès a lieu bientôt? Il y en a un nouveau en 2016, mais c'est des comités, des sous-comités. Pour le moment, il n'est encore pas sorti de son sous-comité. Ensuite, il y a un comité du quaternaire. Ensuite, il faut passer par la commission internationale de nomenclature. Tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Et en plus, je pense qu'ils sont un peu choqués
de l'indirect ce terme. Ah oui, Le précambrien, ça n'a pas attiré des masses de gens d'exposition, des choses comme ça. Ah oui, ils se méfient parce que déjà les gens se sont saisis. Oui, donc ils disent mais non, c'est un problème politique. En plus, il y a des problèmes techniques. Mais moi, je ne suis pas stratigraphe, mais le dernier article qui est paru dans Science en février, un article de 10 pages, qui était le résultat de leurs travaux, qui était très impressionnant et très passionnant, dont le comité, il y a à la fois des historiens des sciences, des géographes, une philosophe, des stratigraphes, était quand même, j'ai trouvé, moi, en lisant l'article en amateur, assez décisif. Mais ce n'est pas suffisant pour entraîner les spécialistes de nomenclature qui ont mis je crois, 50 ans à décider où était qu'est-ce que c'était que le quaternaire. Donc ils ne vont pas se presser pour une ère géologique aussi, disons, dangereuse politiquement et culturellement. D'accord. Bon, alors autre chose, on a assisté à cette discussion qui était fort intéressante. Heureusement que vous êtes très bon parce que tout de même, le moment de débat avec la salle a été très court. Il y a eu 2 questions et puis il a fallu s'arrêter parce que. Oui, j'ai pas compris pourquoi on s'était arrêté. Oui, enfin. Parce que je crois que le comédien il faut qu'il répète là-dedans et il avait besoin des lieux, je pense. Mais bon, tu connais bien ce genre de situation. Il y a beaucoup d'endroits où tu viens comme ça où la discussion est plus alerte, un peu plus multiple, un peu plus effective. Non, parce que moi, ces réunions-là ne m'intéressent pas du tout. Parce que je trouve que ce n'est pas du tout une formule. Je déteste la conférence suivie de questions. Donc la conférence sans questions, ça j'aime assez. Donc là, c'est un élément simple. On va comme au spectacle. C'est vachement dogmatique, ça, non? Dogmatique est un terme positif pour moi. Au sens d'enseignement, disons. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est les travaux pratiques, ou la situation diplomatique. Mais là, il aurait fallu la préparer, il faudrait que les gens parlent de la terre où ils sont, ce à quoi ils tiennent, etc. Ma femme fait ça avec des agriculteurs et des paysans dans des villages, et c'est beaucoup plus intéressant, parce mais il faut un an de travail avec des gens pour arriver à faire Entre les deux, tu ne vois pas de possibilité Si, on aurait pu avoir des commentaires à un film, on aurait pu passer demain et voir comment les gens réagissent. Ça aurait probablement été plus productif. Pour la partie discussion, disons, il faut du matériel maintenant, plus personne n'est capable de réagir, sinon de façon très superficielle à des débats. C'est un mode de transfert de la télé dans des circonstances pas de télé. Malgré le fait que tes livres, entre autres, se vendent pas trop mal, j'imagine. Ah oui, mais lire un livre, c'est une entreprise encore sérieuse. Il reste encore quelques personnes capables de lire des livres. Pas beaucoup, mais en fait, tu sais que ça reste quand même. Mais la discussion, la conférence suivie de discussion, je n'ai jamais trouvé que c'était très utile. Par contre, je pense vraiment que la conférence sans discussion, c'est comme un envoi ou une lecture, tout simplement. Ça a un sens, c'est une performance. Très bien, très bien, très bien. J'ai fait aussi des conférences avec interruption. Oui. Donc des mélanges entre la conférence et le. Oui, c'est pour ça que je pensais au Quai Branly où tu avais fait cette. Oui, non, mais dès qu'on modifie la discussion après, les 3 fois où j'ai fait ça avec des interruptions, la discussion était passionnante. C'est ça. Parce que les gens étaient pris et donc ils étaient sortis de leur espèce d'attention. Ah oui, mais il a fallu cet artefact pour. Ah oui. Non, mais ce qu'il faut, c'est une forme. D'accord. C'est pour ça que je fais des expositions. C'est parce que dès que tu as une forme, les gens travaillent. D'accord. Alors, dernière chose sur ce qu'on a entendu. Donc, je regrettais que la journaliste de service ne te pose pas de questions sur ta conviction dans Face à Gaïa, où tu insistes beaucoup sur l'idée que nous sommes en guerre et qu'il ne s'agit pas de se voiler la face. Tu es toujours aussi radical là-dessus. C'est pas moi qui suis radical, c'est le monde qui est comme ça. Le climat. On a toujours été dans une situation de fausse paix sur ces questions d'écologie, avec un horizon d'accord. Tu parlais quand même beaucoup plus de diplomatie, qui est quand même un terme un peu plus ouvert. Non, parce que diplomatie et état de guerre sont 2 moments différents du même processus, qui s'opposent à la pacification d'une part. Il n'y a pas de diplomatie sans guerre, d'accord. Et il n'y a pas non plus de guerre sans horizon d'une possibilité de paix. Le problème, c'est que sur toutes les questions d'écologie, on est dans une situation, comme le dit Schmitt très bien d'ailleurs, où on espère se débarrasser de la politique. L'idéal, c'est qu'il n'y a pas de politique du tout, puisqu'on est supposé être d'accord. Et la solution d'une guerre permanente qui s'installerait et qui arrangerait tout le monde ne te fait pas peur?
Non, mais la guerre... Guerre sans horizon de paix, je veux dire. Bah, là, c'est un peu... Il y a toujours un moment où les protagonistes sont épuisés. Enfin, le problème, c'est que l'avantage de la déclaration de guerre explicite, c'est qu'on sort de cette idée vague qu'au fond, on ne fait pas de paix, on fait pas de guerre, on fait de la pédagogie. L'argument de Schmitt est complètement injuste. Hein. Les Européens ne sont jamais en guerre, ils n'ont jamais été en guerre. Ils n'étaient pas en guerre, ils étaient en opération civilisatrice. Donc la reconnaissance de l'état de guerre, donc l'absence d'arbitre, donc le danger sur ses propres valeurs, ça transforme les gens. Et donc ça les amène à la paix, forcément. Forcément. Ben oui, parce que... Tu paries sur une sagesse de la guerre, quand même. Oui, c'est curieux. Il y a une sagesse de la guerre qui fait que tu doutes de ta propre légitimité, puisqu'il n'y a pas d'arbitre. Alors le problème, c'est qu'ensuite c'est plus difficile à mettre en place. Mais la guerre ne veut pas forcément dire le scénario à la Hollywood avec du jus de tomate et du sang. C'est un concept, une situation dans laquelle on accepte justement la possibilité qu'il n'y ait pas d'arbitre. Donc c'est plutôt ça que la notion de guerre qualifie. D'accord. Alors, tu voulais poser la question? Oui, mais vas-y. Je ne sais pas si je vais pouvoir poser ces questions. Tu veux le micro ou... Ouais, peut-être prendre le micro, puis après je te le repasse pour le temps. Deux questions très rapides sur la notion de progrès que vous semblez avoir taclé avec Isabelle Stengers, le progrès au sens progrès des Lumières, j'imagine, le progrès des modernes. Est-ce que vous lui donnez un autre sens, ou alors est-ce que vous l'évacuez complètement, cette notion de progrès? Et si on évacue la notion de progrès, est-ce que ça veut dire qu'il faut évacuer aussi la notion de lutte qui va avec le progrès, lutte des classes, lutte de Darwin pour les ressources, lutte entre les individus? Est-ce qu'il faut évacuer aussi cette notion de lutte et de résistance? Ça, c'est la première question. Ou alors est-ce qu'on donne un autre sens au mot progrès? Justement, c'est pas forcément, oui, si, c'est la lutte et la guerre, mais si, comme le binôme lutte et progrès, ça fonctionne ensemble, quel sens vous donnez en évacuant la définition que les modernes ont donnée au mot progrès? Quel sens ou quelle signification, quel fondement vous donnez au mot progrès? Ce qui me permettra peut-être de comprendre, de donner un sens à la lutte. Et puis deuxième question, j'en profite parce qu'après je lâche le micro. Achille Mbembe a écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Politique de l'inimitié, où il défend un peu les thèses de Schmitt, où l'idée qu'en fait on vit depuis le 19e siècle et qu'en gros les démocraties occidentales se fondent sur l'inimitié, une forme d'altérité ultra, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce que vous en pensez? D'altérité poussée à son extrême. Qu'est-ce que vous en pensez? On a discuté de ça avec Mbembe à la nuit des idées. C'était pas la nuit debout des idées, c'était la nuit des idées. Au ministère. Non, lutte, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a jamais eu de lutte. Le progrès et la lutte, c'est deux termes complètement antinomiques, puisque précisément, ce n'est pas des vraies guerres, c'est de la lutte, mais il y a un progrès, on sait la fin. C'est soit l'horizon, évidemment, il y a des retards dans les luttes, parce qu'il faut revenir en arrière souvent, parce que la résistance, mais ce n'est pas un horizon guerrier, la notion de progrès, c'est même l'antinomie. Le progrès était précisément l'idée qu'on n'avait plus. Il y a l'air des luttes, mais des luttes au sens d'un chirurgien qui enlève des trucs qui ne vont pas. Et donc on ne peut pas dire qu'il lutte, il résout un problème avec une opération un peu douloureuse. Mais que ce soit à droite l'élimination ou à gauche la conquête de la lutte des classes. Mais c'est précisément, ce n'était pas une situation de guerre. Il y avait un arbitre, et cet arbitre il était renvoyé dans le futur. C'était une version apocalyptique à peine déguisée, mais de mauvaise apocalypse, une apocalypse dans le futur, pas, alors que l'apocalypse elle est maintenant. Donc je pense que dans la notion de progrès, il y a plein de choses intéressantes. Il y a l'émancipation, il y a une multitude de valeurs qu'on ne veut pas abandonner, mais il faut la peler, il faut enlever les éléments. Et l'élément qu'il faut, je ne vois pas comment on peut le conserver en situation de mutation écologique, c'est le front pionnier. Parce que dès qu'il y a ce front pionnier, tout est organisé, tout est réparti par rapport... D'abord parce que les éléments de modernisation sont supposés être avancés d'un même pas, c'est quand même très étrange. C'est l'extractivisme dont parlait Isabelle. L'extractivisme, c'est une belle phrase parce que, évidemment, ça suppose que c'est l'horizon qui vous attire, qui est évidemment assez beau, un terme absolument contraire à Gaïa. Parce que Gaïa, on ne peut pas s'en extraire, on est dedans. Et donc ça, c'est intéressant. Donc je pense il y a plein de façons
garder la notion de progrès, mais il faut la débarrasser. Si on dit un progrès dans l'enracinement ou dans le réenracinement, remondanisation, regrounding, il y a plein d'autres termes, c'est des progrès, c'est des avancées. C'est pour ça que malgré le monsieur qui est là en rouge, qui travaille sur la décroissance, je crois que le terme décroissance est une vraie catastrophe du point de vue sémantique. Si on l'avait appelé simplement réenracinement, il y a plein de gens qui diraient « Ah oui, bien sûr, c'est très bien ». Décroissance est un terme qui est dans le même vecteur du... Moi, j'essaie de travailler le triangle terre, sol, disons, archisol, globe et terre, quoi, Gaïa. Gay, c'est un vieux terme très... Chthon. Nous sommes des Chtoniens. Et donc avec Membe, vous êtes bien entendu? Membe, j'ai trouvé très sympa, on s'est très bien entendu, mais j'ai pas suffisamment lu ce qu'il faisait, mais il était très intéressé par le regrounding. Parce que évidemment, de nouveau, c'est pas des politiques d'altérité. Regrounding, la Terre est une altérité complètement inconnue. Et bizarrement, enfin, il y a des tas d'autres peuples qui la connaissent, mais nous, on est vraiment hors sol. Donc c'est un vrai problème de réancrage, en quelque sorte. Qui est drôlement intéressant parce que et donc on a bien discuté. On doit se revoir. Bon, il est en Afrique il enseigne du Sud. En France, je crois. Oui, mais il a aussi un truc. Bon, allez, on t'a assez embêté. Merci beaucoup, Bruno. On se tutoie parce qu'on se connaît. Bon, moi c'est prêt, Gilles. Eh bien, écoute, ça va, Manu, Emmanuel, Dieu est avec toi. Bon, tu es le, on va dire merci patron, parce que tu es le patron de cette manufacture d'idées où nous sommes depuis ce matin et où nous avons beaucoup apprécié un tas de choses pour lesquelles on te remercie beaucoup. Et alors donc, tu disais que tu avais des boucles d'oreilles et pourquoi? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, c'est une énigme pour moi. Il a une boucle d'oreille basse et une boucle d'oreille haute. Vous avez remarqué? Tu l'as à l'image? Oui. Bon, trêve de plaisanterie. Ce n'est pas tout à fait la moitié de la manufacture d'idées puisque ça dure 5 jours, que nous ne sommes que jeudi et ça se termine dimanche. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va, non? Ça va très très bien, sauf que si ça continue comme ça, on n'aura pas assez à manger pour tout le monde pendant 5 jours. Mais on va aller faire des courses demain, donc voilà. Il y a un plat chaque jour, chaque soir, c'est ça? Et à midi aussi? Bon, d'accord. Non, là, on est au-delà de nos espérances. C'est-à-dire, vos espérances étaient? En général, depuis 3 ans, on augmente la jauge de 15% tous les ans, donc on attendait un peu 200 personnes, voilà, ce qui a été le cas pour le premier débat. Mais là, on voit que c'est monté au fil de la journée, notamment avec le débat avec Philippe Descola. Et en sachant que ce n'est que le premier jour et que samedi, on attend encore plus de monde. Donc, voilà. Pourquoi samedi? Il y a un truc spécial? Samedi parce que nous avons une brochette, un aéropage qui se succède. Un aréopage. Un aréopage entre Patrick Boucheron, Denis Lavant et Bernard Lubat, qu'on a déjà beaucoup de réservations. Voilà, donc Il vient faire un concert. Il vient faire un spectacle. Et comme ce n'est pas un concert, les gens seront assis et pas debout, ce qui change beaucoup de choses. Oui, ça c'est bien. C'est un ami à toi, Bernard Lubat. On ne s'est jamais rencontré. Non, on ne s'est jamais rencontré. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait à Uzeste. Je l'avais sollicité il y a quelques années. Il ne m'avait jamais répondu. Je l'avais ressollicité l'année dernière. Il ne m'avait à nouveau pas répondu. Et il m'a répondu 3 jours après le festival en me disant que c'était un peu tard pour cette année, mais qu'il viendrait volontiers pour 2016 et qu'on avait sûrement des choses à se dire et à faire ensemble. Et je crois aussi. D'accord. Est-ce que tu peux partager la raison pour laquelle Bernard Lubat t'intéresse tellement? Enfin, en quoi ça correspond à l'idée de la manufacture? C'est
c'est l'idée d'associer, on va dire, une pensée politique avec la poésie, l'art, la musique. Voilà. Nous, quand on l'a créé, l'idée, c'était justement, il y avait deux choses. C'était effectivement cette diversité de formes, c'est-à-dire vraiment d'avoir une manifestation avec du débat d'idées et cette part de pensée, de philosophie, mais que ça soit quelque chose en mouvement et qu'on puisse justement associer des films, des spectacles, des lectures qui sont en lien justement avec ce qui allait se dire et qui prolongerait en fait, que le regard artistique prolonge en fait celui des sciences humaines. D'accord. Puisque je vais répondre à la question du pourquoi du village. On est à Chasselas, hein, Chasselas. Alors c'était pas ce village proprement dit, ça aurait pu être dans un autre village. Voilà. Bon, il se trouve que là, la première année, je l'ai créé avec ma compagne, on habitait ici, et la gageure, c'était on va le faire ici puisqu'il n'y a rien. C'est gentil pour les gens de Chasselas. Il n'a pas l'air d'avoir rien quand même. Quand je dis il n'y a rien, c'est-à-dire pas de commerce, une salle des fêtes qui ne nous permet pas de l'utiliser pour voilà. Bien entendu, il y a d'autres choses, mais voilà. Comme de la vigne, par exemple. Comme de la vigne, mais l'idée était quand même de faire une manifestation avec, je pense, une certaine exigence de contenu en milieu rural, sans pour autant que ça s'inscrive dans ce qu'on retrouve souvent dans ce genre de manifestation, c'est-à-dire l'idée de terroir, et puis de faire simple. Moi, j'ai un contrat avec tous les intervenants, c'est que je leur pose le cadre, qu'on mange ensemble, comme avec Philippe Descola qui est là, qui sont hébergés chez les habitants, mais pour autant, je ne leur demande pas de faire simple, et de simplifier le contenu, et de voilà. Faire simple sans simplifier. Faire simple, c'est-à-dire pouvoir faire partager et que ce soit une pensée partageable sans simplifier le contenu ou réduire la pensée parce qu'on serait dans un village. Voilà. D'accord, très bien. Alors il se trouve que nous à Bergerac, on participe aussi à un truc dans ce genre mais beaucoup plus modestement. C'est 5 soirées simplement d'affilée avec un film d'abord et un débat ensuite avec des intervenants que nous invitons, un peu les mêmes que les tiens d'ailleurs. Je reviens un petit peu sur le terme de manufacture. Pour moi, manufacture, venant de l'extérieur, ça veut dire que c'est fait à la main, quoi. Et j'aime beaucoup cette idée que justement les idées soient faites à la main. Et on a eu un peu cette impression d'ailleurs avec les invités d'aujourd'hui, comme Bruno Latour, Isabelle Stengers ou Philippe Descola. On avait vraiment l'impression d'idées faites à la main, très, très modestement. Mais comment est-ce que, à partir de là, tu choisis des thèmes par année, puisque je crois qu'il y a un thème par an, c'est ça? Alors, les thèmes sont de plus en plus difficiles à trouver. On a des grands débats au sein de l'association là-dessus. Moi, j'étais partisan cette année de ne pas en mettre, puisqu'on décline en plus cette édition par journée autour de, on va dire, de sous-thèmes ou de sous-rubriques. Là, aujourd'hui, c'était le rapport. Ça veut dire que tu avais déjà les intervenants et pas le thème ou... Non, j'avais quelques idées de thèmes, mais pour moi, ça faisait pas un thème générique et général. Et comme on essaye d'avoir toujours des thèmes le plus ouverts possible, parce qu'on est dans une ouverture on ne fait pas un colloque sur... voilà. L'ouverture. Il faut trouver des thèmes qui puissent ouvrir. Voilà. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça à en trouver. Très bien, on ne va pas t'embêter plus longtemps parce que tu as fini ton assiette, c'est très bien. Merci beaucoup. Tu voudrais ajouter quelque chose qui te tient à cœur peut-être? Que je suis ravi de participer à... J'ai pas compris, c'est une télé ou une radio?
Voilà. C'est les jeux d'enfants maintenant. N'importe qui peut faire la télé. Nous sommes n'importe qui, on fait n'importe quelle Ouais, télé. une radio avec des images. C'est un peu ça aussi. Voilà. Non, mais que je suis ravi que vous soyez là et que cette année, comme nul n'est prophète dans son pays, on a des médias de Marseille, donc de Bergerac. Donc voilà, c'est De Marseille, c'est qui, tu sais? Radio Grenouille. Voilà. Donc Grenouille, très bien, formidable. l'ouverture non pas au global, mais voilà. T'en fais pas. Merci beaucoup Emmanuel, excuse-nous de cette interview sauvage.